On va passer maintenant sur les différentes options d'usage d'Exascan. Donc là, vous l'avez vu, l'interface n'est plus la même. Pour toutes les personnes qui ont le Puma Cloner en Pack Pro, vous avez le logiciel Exascan qui est fourni avec. Vous pouvez aussi l'acquérir en standalone pour ceux qui sont en Puma Zen ou en Puma Jeton ou qui n'ont pas de Puma du tout. Ce logiciel permet de faire de la recherche de données perdues, de l'analyse de systèmes de fichiers, de la récupération de données, que ce soit sur un disque physique ou sur une image disque que vous aurez réalisée au Puma Cloner. Donc, c'est vraiment un bon complément du Puma Cloner. C'est aussi une possibilité d'agir de manière indépendante à côté du Puma Cloner. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur les différentes manières de réaliser vos scans, donc les différentes options qui sont possibles dans les scans, et les différentes manières d'enregistrer et de recharger ces résultats. Il y a deux possibilités quand vous faites un scan avec Exascan. Vous pouvez soit scanner un disque entier, donc là vous voyez le petit logo de souris au clic droit directement au niveau du disque dur. J'insiste, là on est bien sur le disque dur qui s'appelle Drive 2, on le reconnaît avec son modèle. On n'est pas au niveau de la partition NTFS qui est référencée juste en dessous. Donc au niveau du disque dur, vous pouvez faire un clic droit, recherche de données perdues. À ce moment-là, vous allez avoir plusieurs actions qui vont suivre. D'une part, vous allez pouvoir sélectionner sur la première étape la zone à scanner. Si vous savez d'emblée que vous êtes sur une image d'un disque complet, mais que vous voulez faire un scan de la première partition, vous pouvez limiter le nombre de secteurs à la première partition. Ou inversement, commencer directement au niveau du secteur de la deuxième partition. Vous pouvez ensuite sélectionner le type de système de fichiers à rechercher. Donc Exascan prend en charge une quinzaine de systèmes de fichiers différents, dont les systèmes de fichiers qui sont récemment très utilisés sur les NAS Synology, le XFS, le BetterFS. On prend en compte bien sûr aussi les fichiers, les systèmes de fichiers macOS, donc APFS, HFS+, APFS chiffré avec d'autres versions d'Exascan. Il est possible, je le dis en passant, de faire du montage de disques BitLocker à partir du moment où vous avez les clés de déchiffrement et ensuite de faire du scan à la volée sans avoir besoin de faire le déchiffrement complet du BitLocker comme ça se faisait avant. Et enfin, vous allez sélectionner si oui ou non vous êtes intéressé par une recherche de fichiers bruts par contenu, donc ce qu'on appelle le carving ou le scan IntelliRAW pour ce qui est de la dénomination propre à Exascan. Là, c'est une case à cocher si, par exemple, le système de fichiers est très endommagé ou alors qu'il y a eu beaucoup de réécriture et que vous êtes à la recherche de fichiers qui auront complètement perdu leur nom d'origine, complètement perdu leur positionnement dans l'arborescence d'origine, mais grâce à la signature en en-tête du disque dur, on va pouvoir détecter que c'était censé être un JPEG ou un PDF ou un document Word ou OpenOffice ou tout autre type de fichier dont on a les signatures qui sont connues. Deuxième possibilité, vous allez pouvoir scanner directement une partition avec un système de fichiers qui est reconnu. Là, au clic droit sur la partition concernée, on ne va se concentrer que sur cette partition-là. Donc ça, bien sûr, c'est quand on sait que les données sont à cet emplacement-là, que c'est ce système de fichiers-là qui est potentiellement défaillant ou pour lequel il y a des données manquantes. On ne peut pas faire ça si on recherche l'autre système de fichiers qui se plaçait avant. On va avoir à ce moment-là différentes options. Le fait qu'il y ait un système de fichiers permet de savoir où sont censées être positionnées les données. Et donc, la première étape après ce clic droit sur la recherche de données sur un système de fichiers va vous permettre 5 options différentes. Vous allez pouvoir indexer le système de fichiers puis scanner l'espace inutilisé, ou bien uniquement indexer le système de fichiers, ce qu'on appelle l'analyse rapide. Vous allez pouvoir juste ignorer le système de fichiers et lancer l'analyse de toute la zone. Vous allez pouvoir faire uniquement un scan de l'espace utilisé par le système de fichiers, ou à l'inverse, exécuter l'analyse de la zone complète, mais à l'exclusion de l'espace utilisé. Donc là, on scannera que l'espace inutilisé. Je vais commencer par la deuxième option, uniquement indexer le système de fichiers, c'est-à-dire qu'on lance l'analyse rapide. Ça peut être très utile parce que c'est vraiment très rapide. On va regarder uniquement en fonction des métadonnées, donc de la table d'allocation des fichiers et des index qui sont liés à CMFT, s'il n'y en a pas qui étaient manquantes. Ça peut être utilisé pour réparer rapidement une partition qui est passée en RAW, ou cette semaine encore, j'ai eu un cas d'un disque dur dont le clone s'est très bien passé, sauf une petite centaine de secteurs défaillants. Et lorsque j'ai voulu ouvrir l'arborescence du dossier qui s'appelait dossier informatique, j'ai constaté que le dossier était existant, mais qu'il était vide.
Ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. J'ai lancé une analyse rapide et immédiatement, tout l'ensemble des index ont été retrouvés et ce dossier était repeuplé avec ces informations. Donc ça, c'est vraiment l'analyse rapide qu'on peut lancer dans des cas où il y a des pannes simples, enfin des défaillances simples ou alors peu de défaillances. Ensuite, à l'inverse, vous allez pouvoir ignorer le système de fichiers et analyser toute la zone. Là, c'est vraiment dans un cas où il y a eu beaucoup d'écrasement, où il y a eu du formatage, ou en tout cas, vous cherchez un système de fichiers qui n'est pas cohérent avec celui qui est là, mais qui est au même emplacement, puisque là, on se limite à la zone de la partition qu'on est en train de scanner. On sait que cette partition-là, avant, était potentiellement une partition en exFAT ou en FAT32. Elle a été formatée ou écrasée malencontreusement par une partition en NTFS. Inutile d'aller chercher à scanner des index d'une partition NTFS puisqu'on cherche de la FAT. Dans ce cas-là, on ignore le système de fichiers de base, on analyse toute la zone à la recherche de nouveaux systèmes de fichiers. La quatrième option, scanner uniquement l'espace utilisé de ce système de fichiers selon les informations de métadonnées. C'est un peu le même fonctionnement que la première qu'on a vue, donc uniquement indexer le système de fichiers, mais on va aller un peu plus loin. C'est-à-dire que là, on ne va pas se contenter uniquement des informations de métadonnées, on va faire vraiment le scan de l'espace utilisé au complet. Donc on regarde la variable bitmap et tous les secteurs qui sont censés être utilisés vont être rescannés. Donc on va retrouver d'une part tout ce qui est contenu dans la MFT et tout ce qui est dans les index, mais tout ce qui n'y est plus contenu. Donc on va faire ressortir là aussi des fichiers qui sont peut-être manquants parce qu'ils ont été supprimés ou dont le dossier a disparu. Parfois un check disk récent sur lequel il n'y a pas eu, qui a été interrompu, sur lequel il n'y a pas eu les déplacements de fichiers. Là, les données peuvent réapparaître aussi. On va faire réapparaître aussi malheureusement des fichiers qui sont peut-être supprimés volontairement depuis longtemps. Donc il faudra faire aussi du tri et informer votre client qu'il peut y avoir des fichiers qui sont corrompus, et c'est normal, puisque ce sont des fichiers qui réapparaissent, mais qui ont été supprimés depuis longtemps et qui ont entre-temps été écrasés, bien qu'ils aient laissé une trace sur le disque dur. À l'inverse, quand vous êtes dans un cas de figure où, très spécifiquement, vous avez eu un écrasement avec formatage, donc typiquement un client qui vous dit « j'ai réinstallé mon Windows, mais j'ai oublié de sauvegarder mes données », là, vous savez que ce ne sont pas les fichiers qui sont actuellement dans le système de fichiers. Donc, ce n'est pas le disque lui-même dans son état actuel qui vous intéresse. Faire un clone avec une récupération de données de ce qui s'y trouve n'a pas d'intérêt. Ce qu'il va falloir aller chercher, c'est tout ce qu'on peut encore retrouver qui n'a pas été écrasé. Et donc là, on va cibler à l'envers. Donc, on va regarder où est l'espace utilisé et on va aller exécuter l'analyse uniquement de ce qui n'est pas actuellement utilisé. Si vous avez un disque de 1 Tera sur lequel il y a une réinstallation et quelques réécritures, quelques programmes réinstallés aussi, il y a 50 gigas d'utilisés, vous pouvez vous dire quand même raisonnablement que dans tout l'espace inutilisé, il peut y avoir encore pas mal de traces des anciens dossiers et fichiers du client. Et Exascan va être en mesure de reconstruire au moins partiellement l'arborescence, parfois pas l'arborescence complète, mais de rattacher les enfants et leurs parents dans une sous-arborescence et de retrouver parfois aussi les noms de fichiers. Et pour tout le reste, vous aurez de la récupération brute. Je vais te donner la parole dans un instant, Alban. Je reviens juste sur la toute première option. Indexer ce système de fichiers, puis scanner l'espace inutilisé. C'est un peu le combo de tout ça. C'est l'opération à utiliser par défaut qui allie à la fois un maximum de fiabilité et un maximum de rapidité. Dans la plupart des cas, dans 80-90% des cas, ça va vous donner un résultat pertinent sans intervention humaine. Donc là, on fait l'indexation du système de fichiers, on vérifie les MFT, on vérifie l'espace utilisé, puis ensuite, on scanne l'espace qui est censé être inutilisé. Je te laisse la parole. J'imagine qu'il y avait des questions auxquelles tu voulais Oui, voilà. C'était juste des interrogations et puis un point pertinent que Christophe nous a fait part dans le chat, où il voit effectivement pas l'intérêt de récupérer les fichiers logiciels et Windows. Alors, j'ai plutôt le lire à l'envers. Lui, de son côté, il ne fait que la récupération des fichiers data, images, Office, PDF. Donc ça, effectivement, c'est la bonne procédure parce qu'on va faire du ciblage. On va vraiment récupérer la data client plutôt que les data de l'OS et des logiciels. Est-ce que vraiment des clients demandent cela, donc d'avoir une récupération totale, et est-ce que ça peut marcher? Ça peut marcher si tu fais un clonage, comme on l'a dit, hein, le mouton à 5 pattes restera du mouton à 5 pattes. On va dire que ça peut être intéressant pour du clonage préventif, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut, que tout fonctionne bien. Donc on est vraiment sur un mouton à 4 pattes qui fonctionne bien. On pourra effectivement refaire pareil pour le client, il pourra booter. Mais sinon,
quand on est dans la récupération de données, le mode pompier, on va vraiment aux priorités pour pouvoir récupérer les données prioritaires du client. Comme l'a dit Rémi, c'est ça qui va vous permettre de facturer derrière. Si vous avez récupéré que ces fichiers temporaires Internet, je pense pas qu'il va vous donner le moindre sou pour ce type de récup. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt. Le mieux, quand on est vraiment sur quelque chose qui est bancal, c'est de repartir sur du propre, du neuf. Donc, un nouveau disque dur, une nouvelle install. Certes, ça peut être une contrainte pour le client, mais le gros intérêt, c'est toujours de se concentrer sur les priorités du client à minima. Le reste, c'est du superflu. Si ça peut marcher, si vous avez le temps de le faire, pourquoi pas. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais toujours garder à l'esprit d'aller directement sur les prios. Au minimum ça, c'est ça qui va vous assurer la facturation. Je vais me faire l'avocat du diable et vous donner l'exemple inverse. Et Christophe, dans ton cœur de métier, je pense que tu verras bien de quoi je veux parler. On a aussi des fois des clients qui nous demandent de réaliser un clone fonctionnel parce qu'on est sur un disque dur de machine-outil, par exemple. Et donc là, la simple récupération des fichiers n'est pas forcément pertinente ou suffisante pour eux parce qu'on est avec des machines qui sont complètement obsolètes, enfin des machines, des logiciels qui sont complètement obsolètes, pour certains qui sont des logiciels propriétaires qui n'existent plus, dont l'entreprise qui a créé le logiciel n'existe plus, et que soit on arrive à faire une récupération de données avec un disque dur qui va pouvoir de nouveau booter, y compris éventuellement dans une machine virtuelle sur une machine plus récente, et donc permettre de continuer d'utiliser la machine-outil en l'état, soit pour le client final, ça va être la nécessité de refaire tout un process, de retrouver un prestataire qui va leur faire un programme, une installation pour l'usage de la machine-outil, voire carrément des investissements extrêmement lourds avec changement de la machine-outil. C'est des cas qu'on a déjà rencontrés. C'est pour ça qu'au cas par cas, en fonction du besoin du client, ça peut être pertinent d'essayer d'avoir un clone qui soit fonctionnel. Typiquement, vous pouvez aussi avoir un gain de temps sur un disque dur qui a des défaillances légères du système de fichiers, mais dont vous saviez que au lancement, le Windows se lançait encore. Ensuite, il y avait des petits bugs, des ralentissements ou autres. Si au Puma Cloner, vous arrivez à avoir une image disque qui est très saine, qui est très propre, vous pouvez sans souci ensuite redéployer l'image vers un disque dur qui est sain aussi et de même capacité ou de capacité supérieure. Là, vous êtes en sécurité, vous avez une image disque, vous avez l'état initial. Donc, sur le disque dur de destination sur lequel vous avez redéployé l'image, vous pouvez faire un check disque. C'est le seul cas de figure où je vous conseillerais de faire ce check disque. Comme ça, vous êtes sûr que Windows remet ses petits biens à plat de la manière dont il le peut. Et il sera temps à ce moment-là de vérifier si ce disque dur-là peut booter. Auquel cas, si c'est bon, ça veut dire que normalement, vous avez résolu la plupart des problèmes fonctionnels pour le Windows. De là, vous utilisez un autre logiciel annexe pour faire une migration vers un SSD. Et il sera temps de combiner les deux, c'est-à-dire d'avoir un ordinateur qui boot correctement, qui n'a plus de problème de plantage, de ralentissement, puisqu'on est sur un SSD d'une image qui est saine, et de compléter ça avec la récupération de données que vous aurez pu faire éventuellement via Exascan si c'était nécessaire sur votre image initiale, parce que le check disk aura peut-être détruit des dossiers et fait perdre des données à l'utilisateur. Donc voilà, en combinant les deux, vous êtes sur un cas, vous allez rapidement relancer une machine fonctionnelle pour un client sur un SSD, avoir répondu à cette demande d'avoir vite une machine qui fonctionne avec tous ses programmes installés comme avant, sans avoir besoin pour vous de refaire une installation, une configuration, les options, etc. Le client, il va rentrer chez lui, il aura son code Wi-Fi qui sera toujours installé, il sera content, et il n'aura pas perdu de données, il sera content aussi. Voilà, donc c'est vraiment des cas un peu extrêmes, mais c'est des cas qui peuvent arriver. Donc là, on a vu les différentes manières de lancer des scans sur Exascan. Quand vous lancez les scans sur Exascan, on a de nouvelles options là depuis les versions 8 et 9. Donc si vous n'avez pas fait vos mises à jour, vous êtes sur des vieilles versions, faites vos mises à jour, c'est important. On peut maintenant mettre en pause un scan, ce qui peut vous permettre de ne pas avoir à attendre. Et là encore, c'est un gros gain de temps par rapport à certains logiciels concurrents. Vous pouvez mettre en pause et tenter, avec la petite icône de droite en forme de dossier, d'aller voir si le résultat est déjà suffisant à cette étape-là. Ça fera peut-être l'objet d'une discussion ultérieure, d'une astuce ultérieure. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur comment enregistrer les différents scans et les redéployer ensuite. Parce que vous pouvez très bien, vous, avoir fait le scan, là, tout de suite après, savoir si ça va être fonctionnel ou pas. Mais avant de vous lancer dans l'extraction, le stockage sur un disque dur annexe, le transfert vers un disque dur de retour de données pour votre client, etc., vous voulez attendre de savoir si le client va valider votre résultat et s'il va payer. Comme ça, vous vous mettez au boulot quand vous êtes sûr de ne pas travailler pour rien.
Donc, on va différencier deux choses. Il y a l'état de scan et il y a le résultat de scan. Ces deux éléments-là peuvent être enregistrés dans Exascan et rechargés. L'état de scan, c'est vraiment toutes les informations que Exascan collecte au fur et à mesure de son scan pour pouvoir ensuite les analyser et vous retrouver des arborescences ou des fichiers en résultat brut. Cet état de scan, quand on l'enregistre, c'est un fichier qui s'appelle SSDB. Donc, c'est une base de données de scan. Cet état de scan, vous pouvez l'enregistrer au moment où vous mettez sur pause. Là, vous avez une petite disquette, un petit logo disquette qui vous permet d'enregistrer votre état de scan. Donc, sur la partie de gauche, on est scan en cours. Vous enregistrez votre état de scan en cours. Il faudra bien le nommer pour pouvoir correctement le retrouver. Et ensuite, vous allez pouvoir, lorsque la première étape de scan qu'on avait lancée tout à l'heure, je vais vous retrouver la diapo ici. Donc ici, recherche de données perdues, ou ici, quand on est sur la partition, recherche de données perdues, la toute première diapositive vous donne ici l'option reprendre le scan enregistré. Attention, c'est bien marqué ici, attention, il faut recharger cet état de scan intermédiaire sur le même objet, parce que les références qui sont dans cette base de données sont des références relatives. Donc, si vous rechargez un scan en cours au niveau du disque dur, il va partir du pointeur du LBA 0, le début du disque dur. Si vous rechargez un état de scan depuis une partition, il va recharger ce résultat de scan par rapport au pointeur relatif du LBA du début de la partition. Donc là, ici, le LBA 1 026 048 secteurs dans l'image que vous avez sous les yeux. Comprenez bien que si j'ai détecté un début de partition 2048 secteurs après le début du disque dur, et que je le recharge sur une partition, il va me dire que j'ai un début du NTFS à 2048 secteurs après le début de cette partition, ce qui sera faux. Et là, quand vous reprendrez votre état de scan intermédiaire, que vous reprendrez éventuellement le scan là où il en était, vous allez commencer à tout mélanger et votre résultat de scan sera complètement faux. Et votre fichier de scan sera totalement corrompu. Donc vraiment, soyez attentifs à ça, ce qui nécessite de bien nommer vos états de scan intermédiaires. Nommez-les par le nom du client, le nom du disque, éventuellement son numéro de série, quelque chose qui l'identifie clairement. Nommez-le en disant si c'est un scan sur le disque complet ou sur une partition. Et éventuellement, si vous voulez faire plusieurs états de scan intermédiaires, parce que des fois, il arrive rarement qu'il y ait des crashs qui soient liés à des conflits entre les différents systèmes de fichiers qui sont écrasés les uns les autres, et le logiciel ne sait pas les traiter, il bloque. Donc, des fois, on est amené à aller le plus loin possible sur un scan. On sait qu'à 90%, on est encore bon. À 95%, le logiciel crash. Bon, bah, on va faire un enregistrement à 90% par sécurité, puis on va aller à 92, 93. Notez le pourcentage de scans déjà réalisés pour savoir où vous en êtes dans votre fichier. Voilà pour les états de scan intermédiaires et le rechargement de ces scans intermédiaires. Je le répète, quand vous faites, je reste là, quand vous faites un enregistrement de scan, nommez correctement vos fichiers, c'est l'information essentielle de cette astuce du jour sur comment enregistrer et recharger vos scans, vos états de scan. Ensuite, quand vous allez avoir fini votre scan, Exascan va vous fournir une arborescence de ce qu'il aura retrouvé. Il y aura potentiellement plusieurs résultats de scan avec plusieurs systèmes de fichiers retrouvés. On peut retrouver la NTFS actuelle, on peut retrouver la FAT32 précédente, on peut retrouver s'il y avait un fichier image disque ISO avec un DMG, on peut retrouver un fragment de fichier APFS même dans une partition Windows. Tout est possible. On va retrouver des fragments et il va dissocier les différents systèmes de fichiers en fonction de leur appartenance. Sur chacun de ces systèmes de fichiers, vous allez pouvoir sauvegarder la base de données des résultats du scan en faisant un clic droit au niveau du résultat du scan. Ça va vous créer un fichier VRFS. C'est l'abréviation de Virtual File System. Et à l'inverse, lorsque vous allez reprendre un disque, et donc un disque client ou une image client pour pouvoir recharger un scan, quelques jours plus tard, quand le client vous aura validé la récupération, vous voulez passer à l'extraction, inutile de relancer le scan au complet, ou bien si vous avez été obligé d'interrompre un travail pour traiter une urgence, de la même manière, vous enregistrez le scan, vous pourrez là recharger le résultat de l'analyse enregistrée. Donc ce fichier VRFS, exactement pour les mêmes raisons, vous le rechargez au niveau de l'endroit où vous avez fait votre scan. Si vous êtes sur un résultat VRFS global avec plein de systèmes de fichiers, vous le rechargez au niveau du disque dur et il va vous redéployer toutes les partitions. Si vous êtes sur un résultat spécifique à une partition,
comme c'est le cas dans l'image qui vous est montrée dans l'exemple. Vous avez enregistré en faisant un clic droit sur une partition, vous redéployez en faisant un clic droit sur cette même partition, c'est essentiel.